Bien. Pendant les séquences précédentes, j'avais l'occasion de vous parler des outils de base de compilation, d'exécution des applications Java. Donc, principalement, j'avais également évoqué Maven comme outil important qui va s'imposer. Bon, il faut juste dire que Maven, c'est l'outil, on va dire, le plus populaire pour le développement des applications Java, mais n'est pas le seul. C'est-à-dire, il y a d'autres outils qui sont des concurrents, c'est-à-dire des alternatives à Maven. Donc, on peut citer le cas de Gradle. Gradle. Gradle, c'est un outil qui fait la même chose que Maven. Donc, c'est pour cela que pour développer des applications Java, il y en a ceux qui vont travailler avec Maven, il y en a d'autres qui vont utiliser Gradle, mais le principe c'est la même chose. Donc, c'est l'automatisation du processus de création des applications Java. Donc, principalement depuis la compilation jusqu'à le déploiement et la génération de la documentation, donc pas mal de choses. Donc il faut connaître à ce niveau-là. Donc bien sûr, je n'avais pas l'objectif, ce n'était pas de détailler Maven, parce que je pense que dans la chaîne il y a une vidéo qui a été dédiée pour Maven, donc ça détaille un petit peu c'est-à-dire l'utilisation de Maven. Mais le plus important dans cette présentation, c'est juste de s'arrêter sur les éléments de base, donc les éléments essentiels. Alors, à la fin de la séquence, je vous avais parlé de Git. Alors, la gestion le contrôle des versions de vos applications. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, au sein d'une entreprise, pratiquement, on ne peut pas développer des projets sans utiliser une solution de contrôle des versions. Et du coup, l'une des solutions qui vont s'imposer, c'est Git, qui est un système de contrôle des versions qui est distribué. Donc, on va essayer de voir la même chose, comment l'utiliser et pourquoi il faut l'utiliser. Et donc, il y a quelques éléments, on va dire, de base qu'il faut connaître, en tout cas. Quelles sont les commandes de base qu'il faut connaître, qu'il faut utiliser sur ligne de commande. Puis, en même temps, ce serait l'occasion de comprendre comment utiliser Git, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement de l'outil, du système lui-même. Bien, alors la même chose pour découvrir bien sûr l'utilisation de Git. Je vais créer un nouveau projet. Enfin, je vais reprendre à nouveau. Donc d'abord, la première des choses qu'il faut installer, il faut installer l'outil Git. Donc vous devrez l'avoir dans vos machines. Pratiquement, c'est indispensable. Même si vous n'utilisez pas Git, c'est l'un des outils qui doivent être présents dans la machine du développeur d'une manière générale, quelle que soit la technologie que vous utilisez, Java, Node.js ou n'importe quel langage, Python ou n'importe quel langage généralement. L'outil Git, c'est un outil que vous devrez avoir. Alors, il faut, l'outil lui-même, c'est un petit programme qu'il faut télécharger, vous l'installez. Voilà, vous utilisez la version de votre système, Windows, Linux ou macOS. Et une fois téléchargé, tout simplement, vous l'installez. Une fois qu'elle est installée, la même chose. Généralement, vous l'installez quelque part et après, il va être ajouté à la variable d'environnement path. Et si vous êtes sur les deux commandes, l'utilisation de la commande git, bien sûr, vous devrez la trouver. Donc, ça suppose que git, il est inclus dans la variable path de votre environnement. Mais si vous travaillez sur Windows, avec l'installation de Git, vous avez également un outil qui s'appelle Gitbash. Gitbash, c'est la même chose, c'est un terminal qui est très pratique, c'est très important. C'est un terminal que vous pouvez avoir sur Windows et qui vous permet d'exécuter les commandes Linux au macOS. Ce qui fait si vous voulez utiliser par exemple SSH, vous voulez utiliser pour se connecter à un serveur distant, encore vous voulez exécuter les commandes habituelles que vous travaillez sous DOS, vous voulez les exécuter sur la machine Windows, mais ce format commande Linux, Gitbash, il est fait pour ça, c'est important d'utiliser. C'est pour cela, c'est l'occasion justement de l'utiliser. Ce que je vais faire, d'abord,
je vais me placer dans la partition C. C'est donc là, je suis dans la partition C de mon environnement. Et après, donc, je vais créer un dossier. Alors, mkdir, un dossier que je vais appeler 3W. Bon, c'est juste un nom comme ça. Alors, je vais me placer dans le dossier 3W. Et après, je vais créer un projet. Supposons que je vais créer un projet que je vais appeler, par exemple, alors mkdir, par exemple, le projet, on va l'appeler W4. Alors, cd W4. Voilà. Alors, donc, je suis dans un dossier, la même chose. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais créer un petit projet avec un peu de code source. Et après, on va essayer donc de voir comment utiliser Git. Donc, pour cela, donc, ce que je vais faire, je vais reprendre à peu près ce que je vous ai montré la dernière fois. Je vais créer des dossiers. Je vais créer la structure d'un simple projet Java, mkdir, par exemple, mkdir. Je vais créer un dossier src /main/java. Alors je vais utiliser donc pour créer donc des sous-dossiers, des sous-dossiers. Donc on va utiliser la commande de mapper. Voilà. Alors je crée également un dossier main resource par exemple. Je crée un dossier test Java pour les tests unitaires. Et je crée un dossier target. C'est là on va générer le bytecode et tout ce qui est généré, les jars et tout ce qui est généré par le compilateur. Donc target classes comme on a fait la dernière fois. Et après, donc, vous voulez afficher l'arborescence. Donc, bon, d'habitude, bon, si vous travaillez sous DOS, vous pouvez utiliser la commande tree, mais cette commande-là, c'est pas une commande que vous allez retrouver sur Linux. Donc, si vous voulez l'utiliser, donc, il faut l'installer. Donc, il y a des commandes qu'il faut installer. Sinon, si vous voulez exécuter une commande Windows directement sur Git Batch, donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est une commande DOS, vous utilisez cmd. Et après, vous utilisez ce cmd/c. Et après, on va exécuter la commande tree. Donc, si vous faites ça, bon, ça vous donne quelque chose comme ça, c'est pas très joli. Alors, sinon, on va utiliser donc tree. Et après, avec l'option donc c'est 1, vous aurez quelque chose comme ça. Et /f si vous voulez avoir les fichiers également. Alors voilà, donc ça c'est la structure du projet que j'ai créé. Après, donc dans le dossier Java, je vais créer donc un package. Le package, voilà, mkdir. Alors source main Java. Et je prends par exemple le package insert/ma. Donc ça c'est le package. Voilà. Donc j'ai un package. Voilà, il est là. Et après maintenant je vais créer une classe, une simple classe, une simple application Java. Donc je vais utiliser l'éditeur code, donc Visual Studio Code comme j'ai fait la dernière fois. Donc vous pouvez utiliser un autre éditeur de texte simple. Donc source main Java MA. J'ai un peu inversé, mais normalement le package je devrais l'appeler c'est ma.nz. Plutôt ça. C'est ma.nz. Alors ça c'est voilà, petit package créé comme ça, bon, peu importe. Alors ici donc je vais créer un fichier source main Java ma.nz test.java. Bon, ça c'est juste, je vais écrire une simple application avec du code source. Donc cette application là donc, va commencer par l'instruction package. ma.nz, donc ça c'est le package.
je vais créer une classe public, classe test. Public static void main string args, et après je vais afficher un simple message system.out.println hello. Voilà, donc ça c'est un simple fichier. Bon, l'essentiel, j'ai du code source. Et là, je reviens toujours à... Voilà, je reviens toujours à mon plutôt à mon terminal. Bon, supposons que vous venez de créer un petit projet, vous voulez le compiler, donc je vous rappelle que vous utilisez Java Compiler, Java C. Donc je vais compiler. Donc je vous rappelle que là, on est bien dans ce dossier-là, W4. Donc source main Java MA insert, le fichier s'appelle test.java, et après le bytecode je vais le placer avec l'option "-d". Donc on va envoyer le bytecode vers le dossier target classes. Voilà. Alors bien sûr ici donc l'instruction package est mal écrite, comme vous voyez ici, donc il y a une erreur de compilation. On va rééditer le fichier et on va corriger. Alors package, je recompile, voilà. Et donc alors qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai quelque chose dans mon projet. J'ai tout simplement donc source main Java, j'ai le fichier test.java, et ici donc dans le dossier classes j'ai généré le bytecode, notamment dans le dossier voilà classes. Alors maintenant, pour exécuter l'application, donc je vais utiliser donc la commande Java. Donc c'est target. Alors je vais chercher, on va lui demander de chercher donc -cp classpath. Donc le classpath c'est target classes. Donc c'est là où on va chercher la classe. Et la classe se trouve dans le package MA insert, et la classe s'appelle test. Et voilà, on exécute l'application. Bref, donc là j'ai une petite application qui est j'ai du code source, j'ai une petite application. Maintenant je vais utiliser Git, donc je vais pour donc créer un repository Git. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est d'abord donc c'est d'utiliser la commande git init. Bon, ça c'est la première des choses. Alors en fait, la commande git init, qu'est-ce qu'il permet de faire? Tout simplement, il permet d'insérer dans votre dossier. Alors ici donc j'ai le dossier 3W, et dans le projet on va trouver un dossier .git. Bon, il est masqué parce qu'en fait en principe, si on regarde bien le contenu du dossier, donc ici également on le voit, mais on ne le voit pas. En fait, ce qu'il fait, tout simplement, c'est qu'il va créer dans votre projet un dossier .git. Voilà, il y a un dossier qui est masqué, .git, et après si vous mettez ls, bon, vous allez trouver qu'il contient donc un tas de choses. Donc en fait, c'est Git, lui, c'est là où il va indexer le code source, c'est-à-dire le contenu du code source de votre projet. Alors bien sûr, nous on va pas toucher ce dossier là, il faut pas toucher, parce qu'en fait c'est Git qui va, c'est un peu, on va dire, c'est la cuisine interne de Git. L'essentiel, c'est que la première des choses, c'est d'abord d'initialiser le repository. Bon, après, par la suite, donc là, on est en train de travailler dans ce qu'on appelle le working directory, c'est-à-dire le dossier sur lequel vous travaillez. C'est là où vous avez vos fichiers. Mais à un moment donné, donc si vous voulez que Git les surveille, donc si vous voulez les ajouter à votre repository, donc il faut utiliser la commande git add. Alors en fait, git add, ça permet d'ajouter donc des fichiers ou des dossiers, donc le contenu
vers ce qu'on appelle le staging area. Donc, c'est-à-dire c'est l'espace où les fichiers vont être surveillés par Git, ce qui fait donc il va gérer les différentes versions de l'ensemble des fichiers que vous ajoutez c'est-à-dire dans le staging area. Alors, si vous voulez, vous pouvez ajouter fichier par fichier, dossier par dossier, etc. Sinon, vous pouvez utiliser add point. Alors, quand vous utilisez add point, c'est-à-dire vous voulez ajouter tout le contenu de ce dossier actuel. Donc, c'est-à-dire toute cette arborescence-là, donc il va être ajouté donc au staging area. Alors, sauf que parfois, ce qui se passe, c'est que généralement, quand on fait le versionning des codes sources, c'est-à-dire quand vous ajoutez les fichiers, parfois il se trouve que dans votre projet, il y a des fichiers, des dossiers qu'il ne faut pas forcément mettre dans votre repository. Notamment les fichiers qui sont générés, comme par exemple target, class, tout ça c'est des fichiers .class, c'est des fichiers qui sont générés par la compilation. Ce n'est pas des codes sources de votre application, mais c'est des fichiers qui sont générés. Donc ça ne sert à rien de les garder dans le repository Git. Donc c'est la raison pour laquelle si vous utilisez la commande git add point, forcément il va ajouter donc tous ces dossiers, y compris target. Alors si vous voulez, généralement dans les bonnes pratiques, c'est que souvent dans votre projet, dans le projet, il y a un fichier qui s'appelle .gitignore, dans lequel vous pouvez ajouter quels sont les dossiers et les fichiers par exemple que vous ne voulez pas ajouter c'est-à-dire quand vous utilisez git add point, donc quels sont les dossiers qu'il doit ignorer, qu'il ne faut pas ajouter dans le staging area. Alors c'est pour cela qu'on va créer ce fichier là. Donc je vais tout simplement utiliser echo. Je vais ajouter dans ce fichier là le dossier target slash, c'est-à-dire tout ce qui est l'arborescence de target, tout ce qui est à l'intérieur de target, on va le mettre, on va écrire cette chaîne de caractères dans le fichier que je vais appeler .gitignore directement. Donc, c'est-à-dire je vais envoyer tout simplement cette chaîne de caractères vers ce fichier-là, .gitignore. Donc, ça, c'est une façon de créer rapidement un fichier comme ça. Bon, c'est créé. Alors, si vous affichez, donc ici, alors bien sûr la même chose, donc c'est un fichier caché, donc parce qu'il commence par point. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, alors clear, alors je vais ajouter git add point. Alors si vous mettez ça, donc ça permet d'ajouter un ensemble de fichiers. Alors si vous utilisez la commande git status, alors vous voyez bien qu'il vous indique que dans votre repository, c'est-à-dire dans le staging area, donc il y a voilà le seul fichier pour le moment qui existe, donc c'est test voilà .java donc qui a été ajouté. On voit bien que le dossier target a été ignoré. Donc voilà, on voit ici donc l'effet du fichier .gitignore. Dans ce fichier-là, .gitignore, vous ajoutez également d'autres. Si vous travaillez un projet par exemple JavaScript, donc il y a le dossier node module qui contient les dépendances. Donc ça c'est un dossier qui est trop lourd, donc ça sert à rien de. Donc la même chose, donc le dossier node module par exemple, il va être souvent déclaré dans gitignore. Donc ça c'est des choses qui se font. Mais si jamais si vous ajoutez un dossier dans le staging area, vous pouvez toujours le supprimer avec la commande git remove, donc de la même manière que vous l'ajoutez. Voilà, alors ça c'est fait. Alors maintenant, vous avez donc un ensemble de fichiers que vous avez ajouté au staging area, donc qui va devenir votre repository. Alors maintenant, une fois que vous êtes, ça y est, donc vous avez compilé, vous avez exécuté le testinaire, vous êtes satisfait, donc vous voulez faire ce qu'on appelle un commit. Alors, pour faire un commit, on va utiliser git commit. Et après, avec l'option M, et vous ajoutez un message qui représente le nom du commit. Par exemple, ici, je vais l'appeler initial commit. C'est le commit initial. Donc ça, si vous voulez, chaque commit, c'est une version. Chaque fois qu'on change quelque chose ou on change du code source, quand on change quelque chose dans le projet, une fois qu'on fait un commit, ça veut dire qu'on crée une nouvelle version. Et chaque version, c'est un commit, donc tout simplement, qui porte un nom. Alors pour le moment ici, donc
Donc on va l'appeler initial commit. Donc, mais si vous voulez, pour le moment je ne parle pas des branches parce qu'en fait l'utilisation des branches c'est quelque chose d'important. Mais tout à l'heure donc je vais en revenir. Donc ici donc je crée git commit -m initial commit. Voilà, je fais un commit et là je vois ici donc maintenant alors tous en fait les fichiers qui ont été ajoutés dans le staging area maintenant il va faire un commit. Donc là vous venez de créer maintenant vous avez commité une version de votre projet. Alors si vous utilisez git, alors vous voulez voir donc les différents commits, vous pouvez utiliser log. Alors on peut utiliser, alors si vous utilisez par exemple OneLine, si vous voulez afficher sur une seule ligne, alors vous voyez bien que ici pour le moment donc il y a un seul commit, chaque commit il a un identifiant qui est généré aléatoirement. Et après on voit bien ici donc dans notre repository il y a une seule branche, c'est la branche master et le nom du commit c'est initial commit. Alors ici donc ça c'est juste on va dire le début de l'ID parce que là avec l'option line on n'affiche pas toute la totalité de l'identifiant mais c'est juste on affiche donc les 7 premiers caractères de l'identifiant. Alors ça c'est si vous voulez donc pour le moment par défaut donc quand vous créez maintenant on vient de créer un repository. Donc vous voyez donc il y a le working directory. Une fois que vous utilisez git add vous ajoutez des fichiers dans ce qu'on appelle le staging area. Donc c'est-à-dire c'est l'espace qui est surveillé par git si vous voulez. Et après, par la suite, donc une fois que vous ajoutez tout ce que vous voulez ajouter, après, par la suite, on fait un commit. Et après, quand on fait un commit, c'est là où il va donc ajouter dans le repository Git, il va ajouter donc votre version que vous avez committée. Alors maintenant, donc pour le moment, je travaille toujours en local dans mon dossier. Je vais avant c'est-à-dire de faire un push vers un repository GitHub, parce que maintenant, si vous voulez pousser votre code source, votre repository local, vous voulez le pousser vers un repository distant. Donc, vous avez besoin d'utiliser un repository distant. Donc, GitHub, donc c'est un repository qui est public. Les entreprises utilisent c'est-à-dire des plateformes de versionning qui sont, on va dire, privées. On peut citer GitLab, Bitbucket. Donc ça, c'est des plateformes qui sont souvent utilisées par les entreprises. Alors ici, donc, on va utiliser GitHub. Mais avant ça, supposons que je veux créer une nouvelle branche. Alors pour créer une nouvelle branche, donc je vais utiliser, supposons que je veux ajouter des fichiers et d'autres informations dans par exemple mon projet, et après donc je vais pas travailler tout le temps dans la branche master, mais je peux toujours utiliser d'autres branches. Par exemple, je vais utiliser git branch, je crée une branche qui s'appelle dev. Alors je peux créer une branche par exemple prod, une branche temporaire, donc je peux créer des branches. Donc et après, si je veux... Alors, vous voyez ici pour le moment, d'ailleurs, vous voyez par défaut avec l'outil Git, il vous affiche toujours par défaut quelle est la branche qui est sélectionnée par défaut. Alors maintenant, si vous voulez switcher vers une autre branche, par exemple, vous utilisez Git checkout et le nom de la branche. Alors, vous voyez, sinon, vous voyez switcher to branch. Dev. Donc là, je viens de switcher vers la branche dev. Donc j'ai dévié, j'ai une branche dev, et dans la branche dev, donc je peux par exemple maintenant ajouter, je peux par exemple, je crée un autre fichier. Alors dans source, alors source main Java, main ressource par exemple, je vais créer
vais éditer directement le fichier min Java et je vais le changer. Alors c'est ma-n7 test.java. Alors j'ai édité mon fichier et après j'ai ajouté des commentaires. Et j'ai ici ajouté un commentaire. Bref, donc ça c'est une nouvelle version de mon fichier. J'enregistre. Alors la même chose ici, donc si je fais par exemple git status, alors je vois bien, il vous indique comme quoi il y a un fichier qui vient d'être modifié, donc c'est le fichier test.java. Donc il faudrait, si vous faites, bon il est déjà ajouté avec add, donc vous pouvez toujours utiliser git add encore point si vous voulez, s'il y a de nouveaux fichiers que vous venez d'ajouter, vous voulez les ajouter au staging area, vous pouvez le faire. Et après, donc je vais faire git commit. Je vais faire un commit -m et le commit on va l'appeler le message on va l'appeler comments par exemple. J'ai ajouté quelques commentaires. Alors ce commit là, donc je l'ai fait dans la branche dev. Maintenant c'est la branche dev qui est sélectionnée. Alors si on voit bien, si vous faites code point pour toujours voir un peu votre projet. Code point si vous voulez voir le code source de votre projet. Donc ça c'est le projet. Alors je vois bien donc ici main java ma-n7 test. Voilà. Donc ça c'est la version. Alors donc ça je suis dans la branche dev. Alors qu'est-ce qui se passe si je veux revenir par exemple à la branche master. Voilà. Alors donc je suis dans la branche dev. Je vais utiliser encore git branch master switch pour checkout. Git checkout master. Alors vous allez remarquer quelque chose, donc ici donc je vais brancher, mais après on va retrouver ici, vous voyez ici donc là je ne suis plus le même code source, donc je viens de revenir sur la branche master. Et dans la branche master, donc le code source qui a été écrit dans la branche master, donc vous voyez donc ici, donc ça c'est l'ancien code source. Alors si je fais un git checkout encore dev, voilà, donc je suis maintenant dans la branche dev. Alors c'est important donc de voir bien ici donc en fait l'intérêt des branches, c'est que j'ai une branche dev, j'ai une branche temporaire, une branche prod, je peux créer plein de branches dans mon projet et chacun peut travailler dans sa propre branche, chaque développeur peut travailler dans sa propre branche, il fait ses tests, etc. Donc il ne rentre pas en conflit avec les autres branches, mais une fois qu'il teste, une fois qu'il teste donc c'est-à-dire son développement, maintenant on peut faire un merge. Donc on peut revenir par exemple sur la branche git checkout master. Donc je suis dans la branche master et si vous voulez fusionner une branche vous voulez rabattre la branche dev sur la branche master, on va utiliser git merge dev. Je suis dans la branche master, donc je vais merger, je vais faire un merge avec la branche dev. Et là, vous voyez bien ici, voilà. Donc je suis dans master, mais là je retrouve maintenant ici donc le nouveau contenu de mon code source. Bref, alors ici donc ça c'est juste on va dire les instructions de base que vous utilisez avec Git. Donc je suis toujours dans mon repository local.
Donc, il y a plein de commandes qu'il faut connaître. Donc, au fur et à mesure, peut-être, on va en parler. Et maintenant, j'ai mon code source. Maintenant, je vais faire un push vers un repository distant. Alors, pour cela, donc, vous avez besoin de créer un compte. Donc, forcément, vous avez déjà des comptes GitHub. Tout le monde devrait avoir des comptes GitHub. Alors, ici, donc, c'est exprès. Donc, j'ai deux comptes. Donc, je vais utiliser donc, ce compte-là. Et si vous êtes authentifié, donc, une fois que vous avez votre compte GitHub, vous pouvez vous authentifier. Une fois que vous êtes authentifié, donc on va créer un repository. Vous voyez ici, New Repository. Je vais créer un repository que je vais appeler WT1. Voilà, donc ça c'est le nom des repositories. Alors vous pouvez avoir un repository public. Dans ce cas-là, bon, ça c'est tout le monde peut voir le code source de votre repository. Et après privé. Donc, dans ce cas-là, donc c'est un repository qui est privé. Donc ici, donc, je suis sur un repository public. Je le crée. Une fois que vous le créez, donc vous avez un repository qui a bien sûr une adresse. Vous voyez ici. Donc ça c'est l'adresse de votre repository. Alors donc cette adresse-là, donc maintenant, si vous voulez faire un push vers ce repository, donc ce qu'on va faire, on va utiliser une commande. Cette commande que vous voyez là qui est inscrite ici, on va prendre donc l'adresse de votre repository. D'ailleurs, si vous allez vers votre repository, vous allez toujours trouver ici donc voilà le copie. Vous l'avez également ici. Alors, ce que je vais faire, donc je vais utiliser git remote add. On va ajouter un repository distant. Remote, donc je l'appelle origin. On peut lui donner un nom, c'est-à-dire vous avez des repositories distants. Et après chaque repository, vous lui donnez un nom. Et après, vous avez ici donc l'URL du repository. Alors ça veut dire que ici donc vous avez ici en fait ici un repository distant qui s'appelle origin. Alors vous pouvez lui donner un autre nom, peu importe. Voilà. Alors si vous voulez voir un peu en fait les différents remotes que vous avez, vous pouvez utiliser git list, git remote, je pense -v. Voilà. Alors vous voyez donc vous avez ici donc origine et vous avez ici donc l'adresse ici pour faire un fetch, c'est-à-dire pour rapatrier à partir de lequel vous pouvez rapatrier le code source. Et après ici si vous voulez faire un push, donc ici quand vous utilisez push, il va utiliser cette adresse là. Et quand vous faites si vous faites un push vers origine, il va pousser votre repository vers cette adresse. Si vous faites un fetch, il va rapatrier le code source à partir de cette adresse vers donc, la branche que vous voulez. Alors en tout cas, donc ici donc la commande c'est ça, c'est git remote add origin, et après donc j'ai ajouté donc l'URL de mon repository distant. Alors après donc ce qu'il faut faire, vous allez faire un push. Alors git push, on va faire un push de notre donc on va faire un push vers origin, c'est-à-dire cette adresse-là, et on va pousser une branche. Donc il faut préciser quelle est la branche de votre repository local que vous voulez pousser vers le repository distant. Alors dans notre cas, nous avons fait un merge, donc ça veut dire que maintenant on n'a que la branche master ici. Alors master, donc on a déjà rapatrié tout ce qui est dans la branche vers la branche master, donc je fais un push vers master. Alors sauf que quand vous faites ça, vous aurez un problème d'authentification. Alors vous voyez donc ici, il vous dit les permissions, voilà, c'est interdit. Bon, c'est-à-dire ici, il se trouve que là je suis en train de pousser vers un compte ici Mohamed Yousfi, et après ici donc qu'est-ce qu'il vous dit? Donc voilà, il vous dit que voilà, il est en train de pousser vers un compte qui s'appelle Yousfi Inset.
Donc, c'est tout à fait, en fait, parce que quand vous travaillez dans votre machine, il se peut que vous avez plusieurs repositories Git, plusieurs comptes GitHub que vous avez. Et chaque compte GitHub, il a un nom, c'est-à-dire un identifiant. Et maintenant, il va falloir, il va falloir s'authentifier. Si vous voulez vous voulez configurer quelques paramètres soit pour ce repository ou bien pour l'ensemble des repositories de votre machine, donc vous pouvez utiliser la commande git config. Alors si vous faites l'option globale, ça veut dire que cette configuration elle est globale, elle concerne tous les repositories que vous avez dans votre machine. C'est une configuration qui est partagée. Et après vous dites par exemple le paramètre user.name espace et vous spécifiez la valeur. Par exemple ici c'est Mohamed Yousfi. Alors c'est-à-dire vous supposez que là vous utilisez l'utilisateur Mohamed Yousfi. Après vous pouvez spécifier la même chose, email. Voilà, alors ça c'est juste pour, par exemple, ça arrive souvent que vous travaillez dans la même machine, vous avez plusieurs repositories, à un moment donné par défaut, vous avez un nom d'utilisateur, et après vous voulez faire un push vers un autre compte qui est différent, donc il va falloir vous pouvez toujours revenir sur ces paramètres, vous pouvez les changer. Alors maintenant, voyez donc ici, pour faire un push, il faut s'authentifier. Alors pour s'authentifier, bon, en principe, à partir, je sais récemment, je pense à partir du 15 août ou du 13 août 2021. Donc l'authentification par mot de passe n'est plus autorisée. Donc pour s'authentifier, il faut utiliser un token d'authentification. Alors c'est pour cela, donc si vous voulez avoir un token d'authentification, vous pouvez aller vers votre compte GitHub ici. Donc ça c'est le compte GitHub. Et après vous allez vers Settings. Et vous allez trouver quelque part Developer Setting et Personal Access Tokens. Alors là, vous pouvez générer un token, vous donnez un nom. Ce token-là, vous le générez c'est-à-dire c'est pour, par exemple, je vais l'appeler, c'est pour, voilà, dev1 ou N7 par exemple. Alors ça c'est juste un nom que vous choisissez un token pour cette entité. Donc, vous êtes en train de créer un token pour un développeur ou pour un token, peu importe. Donc vous avez ici un token et après vous pouvez spécifier donc ce token là. Avec ce token vous avez quels sont les droits que vous voulez attribuer. Alors moi pour le moment je veux lui attribuer les droits d'accès au repository. Donc il fait un status, il fait un commit, donc tout ça c'est les opérations classiques sur le repository. Mais après vous pouvez ajouter les autres droits donc pour supprimer les packages, plein de choses. Ici donc pour le moment je vais garder cette autorisation et après je génère le token. Alors le token qui est généré il est là, je vais le copier et les copier. Alors maintenant si vous voulez c'est-à-dire faire un push vers ce repository, il faudrait lui envoyer ce token. Donc, comme ça, il va vous identifier. Alors pour cela, ce qu'on va faire, donc si vous vous rappelez, on a utilisé git remote. Nous avons déjà créé un remote qui s'appelle origin. Donc normalement, ça c'est l'adresse. Donc si vous faites un push, il essaie de faire un push vers ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer cette URL. Et dans cette URL, on peut spécifier directement le username et le token. Alors, si vous voulez le faire, vous pouvez utiliser donc ces git set URL et vous pouvez spécifier donc c'est origin et la nouvelle URL. Donc ici, donc vous voulez changer cette URL là pour cette origine. Alors c'est https et après on va spécifier le nom de l'utilisateur d'abord, c'est-à-dire c'est Mohamed Yousfi, le token, je vais coller le token. Donc le token, non ça c'est j'ai raté parce que j'ai fait un copier-coller,
donc j'ai perdu le token. Alors je reviens ici, donc je prends ce token. Donc le nom de l'utilisateur, token. Et vous ajoutez @github.com et après vous ajoutez l'adresse. Donc ici c'est Mohamed, l'URL c'est usfi wt1.git. Alors ça, vous venez de changer les URL. Donc ici, si vous faites ça, en principe ici, donc on ne la voit pas, mais en tout cas ici, je viens. Alors cette URL is not, donc elle n'est pas exécutée. Alors git. Alors je crois que j'ai oublié quelque chose. Alors git. Remote. Alors ce que j'ai oublié c'est remote. Voilà. C'est git remote. Cette URL. Là ça c'est fait. Donc vous voyez donc ici donc pour origine, donc vous voyez bien ici donc l'URL a changé. Alors si vous faites ça, donc ça veut dire que maintenant si vous faites git push, donc c'est origine master. Alors vous faites un push. Donc normalement ici donc il n'y aura pas de problème. Il va pousser. Vous voyez donc il a poussé donc votre repository. La branche master de votre repository local, il l'a poussé vers le repository distant. Et si vous regardez dans votre compte GitHub, ici, alors, vous affichez donc votre compte, les repositories, il est là. Alors si on regarde bien, donc on voit ici, donc vous voyez le code source. Voilà, donc dans notre code source ici, je vois ce qui a été poussé. Donc je vois bien, il y a un seul fichier, c'est test.java. Je vois le contenu ici. Donc ça c'est le. Donc vous venez de faire un push vers un repository distant. Ainsi de suite. Alors si vous voulez maintenant, une fois que vous ajoutez encore, vous créez une branche, vous ajoutez le code source, vous testez, vous faites ce que vous voulez, vous faites si vous voulez. À un moment donné, après vous pouvez pousser la branche vers le repository. Vous pouvez également faire un merge et après vous pouvez pousser vers donc la branche master. Donc, bref, alors ici pour le moment, dans ce repository, il y a une seule branche, c'est la branche master. Ici, donc, vous voyez donc pour les commits, donc vous avez ici deux commits. Par exemple, ce fichier-là, git ignore, donc il a été créé dans en fait, il a été ajouté au repository dans le commit initial commit. Alors que par exemple, le fichier que vous voyez là, test.java que vous voyez là, donc c'est un fichier qui a été ajouté dans le commit qui s'appelle commits. C'est pour cela que chaque fois, en face de chaque fichier, généralement, vous voyez le nom du commit. Parce qu'en fait, dans un repository, donc vous avez plusieurs commits. Alors, donc, et en fait, il y a une autre chose que vous pouvez faire. Donc, ça d'ailleurs, vous allez voir que pour ceux qui ont l'habitude c'est-à-dire d'utiliser Git, sûrement ils vont constater qu'à partir du 15 août ou bien du 13 août, c'est-à-dire que l'authentification par un mot de passe, parce qu'à un moment donné, Git, il vous demande c'est quoi le mot de passe. Une fois que vous spécifiez l'utilisateur, il vous demande le mot de passe pour s'authentifier, mais donc c'est-à-dire GitHub n'autorise plus donc l'authentification par mot de passe. Donc il faudrait générer ce token, personnel token, qui va être utilisé pour s'authentifier. Donc voilà. Alors maintenant,
donc je vous ai montré donc comment ajouter donc l'utilisateur et le token directement sur l'URL de l'origine. Donc ça règle le problème. Mais également, vous pouvez par exemple, si vous voulez éviter à chaque fois de spécifier donc le token, si vous voulez éviter de spécifier ce token que vous voyez là, alors si vous voulez éviter de spécifier ce token-là, à chaque fois dans l'URL, vous pouvez le copier et dans votre environnement système, alors si vous travaillez sous Windows, vous pouvez l'ajouter quelque part ici. Si vous allez vers panneau de configuration, alors dans le panneau de configuration, vous avez les comptes utilisateurs et après vous avez les gestionnaires d'identification et là vous allez trouver donc information d'identification Windows. Alors ici donc vous avez tout en bas, ici vous avez les informations d'identification générique. Alors ici ce que vous allez faire, vous pouvez ajouter des informations. Vous dites par exemple l'adresse, donc c'est https github.com et après le nom de l'utilisateur c'est Mohamed Yousfi. Ça, c'est vous spécifiez le nom de votre utilisateur et après le mot de passe, c'est votre token. Vous faites CTRL V. Donc ça, c'est le token. Alors, si vous ajoutez cette opération, vous voyez ici, donc je l'ai déjà, vous pouvez l'ajouter pour autant d'utilisateurs. Supposons que vous utilisez plusieurs utilisateurs, c'est-à-dire plusieurs comptes GitHub, vous pouvez toujours le spécifier plusieurs ici. Vous voyez donc, vous le spécifiez. Alors, il se trouve que j'ai déjà ici Yousfi Insert, j'ai Mohamed Yousfi. Celui-là, donc, c'est Mohamed Yousfi. En tout cas, donc, vous pouvez spécifier donc c'est-à-dire le token à ce niveau-là. Alors, si vous le faites ici, donc, si vous le faites là, qu'est-ce que, en fait, vous n'avez plus besoin de spécifier le token c'est-à-dire dans l'origine. Alors, ce qui fait que si vous faites par exemple cette URL, vous pouvez juste spécifier le nom de l'utilisateur. Le token, c'est pas la peine. Donc, je vais supprimer ça. Voilà, 2 points, c'est pas la peine. C'est-à-dire vous mettez juste https, le nom de l'utilisateur, et après, il vous spécifiez donc voilà, github.com et après slash l'URL du Git, plutôt du repository Git. Alors si vous faites ça, alors après si vous faites push, ça va marcher également. Alors si vous faites push, ça va marcher. Alors sauf qu'ici il va vous dire qu'il n'y a rien à committer, parce qu'en fait il va vous dire que voilà, everything is up to date, c'est-à-dire que en fait le contenu qui se trouve dans le repository distant et celui que vous avez en local, c'est la même chose. Donc, mais ici il n'y a pas de problème. Il va s'authentifier, donc vous n'êtes pas, même si vous ne spécifiez pas donc, le token. Pourquoi? Parce que dans votre environnement, vous avez dit que à votre OS Windows, à chaque fois que je te demande d'envoyer une requête vers github.com, et bien tout simplement, voilà le mot de passe, voilà le token qu'il faut envoyer avec la requête. Donc ça, c'est également une configuration que vous pouvez faire. Donc c'est à vous de choisir donc, la technique qui vous convient. Soit vous le précisez directement dans l'origine, soit vous le spécifiez directement dans votre environnement. Alors, ça c'est donc nous avons fait donc un commit sur le repository, plutôt nous avons fait un push vers le repository distant. Parfait. Bon, après donc vous pouvez toujours continuer à ajouter, à faire du commit, créer des branches, pousser des branches. Donc c'est de la même manière, c'est presque les commandes principales à utiliser, donc c'est les commandes que vous utilisez souvent, c'est ces commandes que je viens de vous montrer. Alors, sauf que si vous travaillez en équipe, alors maintenant, comment vous allez faire? Parce que vous avez un projet en commun, mais après, il y a plusieurs développeurs qui travaillent sur le même projet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, si vous voulez, je vais... supposons que je suis le développeur principal, c'est-à-dire moi je viens d'initier un projet, je suis le responsable du projet,
j'ai créé la première, en fait, le squelette du projet. Après, j'ai fait un commit vers un repository. Après, vous avez bien sûr dans votre repository, vous avez vous avez le droit d'inviter, c'est-à-dire des collaborateurs. Donc ça, vous pouvez le faire. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Dans le repository ici, vous avez Setting. Et après, vous avez Manage Access. Et après, inviter un collaborateur. Je vais inviter un collaborateur. Alors là, j'ai un autre. Je vais utiliser le compte, l'adresse email m.usfi@n7media.ac.ma. Voilà, c'est cette adresse-là. Et après, j'invite le collaborateur. Bon, en principe, l'invité, il va recevoir une adresse mail. Donc, pour vous demander ce que, voilà, si vous voulez, pour collaborer dans ce projet. Alors, on n'est pas obligé de lui inviter, c'est-à-dire de lui envoyer l'invitation, mais s'il connaît l'adresse, c'est-à-dire s'il connaît l'adresse de votre repository, il peut toujours venir vers votre repository et après, il peut toujours collaborer. Donc, si votre repository est public, c'est-à-dire si ça ne nécessite pas, bien sûr, donc un accès privé. Alors ici, donc en tout cas, ici, dans la règle générale de l'entreprise, c'est que tous les gens qui vont travailler dans le repository, donc il faut les inviter comme des collaborateurs. Alors c'est exactement ce qu'on a fait, et après je vais consulter donc l'adresse mail .n7media.c.ma. Alors ici vous voyez donc vous recevez une invitation, il vous dit voilà. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que il faut d'abord parce que là je suppose que je suis dans une autre machine. Alors si je suis dans une autre machine, c'est-à-dire et je vais faire un logout. Et après je vais faire un login. Vous êtes authentifié dans un autre compte m.usfi.n7media.ac.ma. Donc ça, je suis dans un autre compte, dans une autre machine, un autre développeur, avec ses propres repositories, etc. Donc ici, en principe, si vous êtes authentifié, vous pouvez aller directement vers le repository d'origine. Sinon, à partir de là, donc vous recevez une invitation, affichez l'invitation. Vous voyez donc, vous êtes sur le repository de Mohamed Yousfi, WT1, et après accepter l'invitation. J'accepte l'invitation. Une fois que je l'accepte, ça veut dire qu'en principe, je vois bien ce repository-là de Mohamed Yousfi. Donc je peux y accéder. Donc, je peux en principe regarder le contenu, etc. Alors maintenant, comment on va essayer de collaborer. Alors une fois que je suis dans ce repository, cet utilisateur va créer ce qu'on appelle un fork. Donc ici vous avez un bouton créer un fork. Alors ça veut dire quoi créer un fork? Créer un fork, ça veut dire que, là il est en train de le faire, c'est que vous êtes en train de créer une copie. Maintenant, tout à l'heure, c'était dans le compte Mohamed Yousfi. Vous voyez ici, vous êtes dans le compte Yousfi N7. Donc ça, c'est un autre utilisateur. Vous venez de créer une copie du repository d'origine dans votre repository. Donc, voyez, donc ici, donc vous avez donc un repository, une copie du repository dans votre compte. Donc ça, c'est un fork. Alors maintenant, une fois que vous avez créé ce fork-là, vous prenez donc, voilà, c'est le même contenu. Vous prenez donc dans le code, vous prenez l'adresse ici, copier. Et après, supposons que vous voulez apporter une contribution. Alors, vous voulez apporter une contribution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je lance l'invite de commande. Et donc, ce que je vais faire, c'était deux points. Alors, je vais me positionner dans un autre dossier. MK, par exemple. Je vais créer un dossier que je vais appeler Work France.
maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clone. Donc, c'est-à-dire, je vais, maintenant, ça c'est le repository distant, c'est mon repository distant, dont j'ai le droit parfaitement, donc je peux faire ce que je veux avec. Maintenant, je vais le rapatrier dans ma machine de développeur. Donc, je vais utiliser git clone. Alors, je clone donc le repository, il est là, il est cloné. Et voilà, vous voyez donc ici vous avez un dossier qui est écrit wt1. Et dans ce dossier-là, vous allez trouver pratiquement le même contenu. Si vous faites voilà, ls, donc vous allez trouver le dossier source. Donc il n'y a que le code source bien sûr. Alors si vous faites si vous faites cmd comme tout à l'heure, c3 slash a slash f. Voilà. Vous voyez donc ici, vous avez un seul fichier. C'est test.java. Bon, après, donc, je suis un contributeur, donc je veux ajouter. Vous pouvez ajouter des fichiers, vous pouvez par exemple accéder même au code source. Donc, je vais, supposons, je vais accéder à par exemple le fichier test.java, je vais apporter une contribution. Donc, code source main java ma7 test.java. Donc, j'édite le code source. Je le modifie. Alors ici, donc, ça c'est le commentaire. Je peux par exemple améliorer le commentaire. Line 2, Mohamed insert par exemple, je sais pas, donc j'ajoute des choses. Ici dans le code là, donc je vais peut-être ajouter, je vais dire string message égale hello, point virgule. Et là, je change ici, donc je mets par exemple le message. Donc ça c'est, voilà, une modification. Bref, pas grand chose. Alors ici, donc je vais recompiler. Donc ici, donc j'ai apporté ma contribution. Je recompile Java source main. Alors ici donc dans mon projet, alors source main Java ma insert test.java. Et après je vais compiler ça dans, voilà, vers le target 1z, c'est target slash classes. Je pense là il va, voilà, il me dit que le dossier target classes n'existe pas. Bon, je le crée. Là pour le moment je fais ça manuellement. Target, parce que vous avez besoin de tester localement. Donc target classes. Alors, mkdir -p, oui. -p target classes, voilà, c'est fait. Je recompile. C'est compilé. Je veux exécuter. Java-cp target classes. Après, j'exécute ma.insert.test. J'ai testé. Ici, il n'y a pas de problème, ça marche. Donc, vous voyez donc ma contribution, etc. Je l'ai testé. Après, maintenant, je vais essayer de faire ce qu'on appelle un pull request. Alors, comment? Alors, d'abord, je vais changer de branche. Avant de faire mon commit, je vais créer une nouvelle branche. C'est toujours important de travailler sur des branches parce que pour le moment, on est dans la branche master. Alors, ici, donc, je vais utiliser branche. Par exemple dev 1, je peux l'appeler dev 1, git branch dev 1, je fais un switch, donc c'est git
checkout dev1. Alors si je suis dans la branche dev1, je vais faire un commit. Alors git commit. Alors git commit -m. Donc ici, donc qu'est-ce que je viens d'ajouter dans ce commit là? Donc j'ai ajouté j'ai fait un patch, donc j'ai corrigé patch code, bon, je l'appelle comme ça, avec des commentaires, etc. Alors ici, donc j'ai fait un commit, mais il m'a indiqué comme quoi le fichier a été changé, mais il faut l'ajouter. Vous voyez, donc je fais un commit avant d'ajouter. Ça c'est le genre d'erreur que vous allez avoir. Donc avant de faire ça, donc je fais d'abord c'est git add point git commit. Voilà, j'ai ajouté donc le fichier, donc le fichier que, parce qu'en fait ça c'est je suis dans une nouvelle branche, et après donc j'ai fait un commit. Alors maintenant ce que je vais faire, je fais un push, donc je vais faire un push vers mon repository ici. Alors la même chose que tout à l'heure, donc j'ai besoin, donc je suis dans mon compte, donc j'ai besoin de créer un token, parce que je dois m'authentifier. Ici donc c'est voilà, developer setting. Je vois ici donc voilà, personal access token. Je génère un token que je vais donc dédier par exemple pour MED de cours. Bon, c'est un token qui est valable 30 jours. Donc ici, je spécifie donc j'ai le droit avec ce token, je peux accéder à ces droits d'accès, les opérations sur le repository pour le moment. Je génère le token, je le copie, il est là. Et après, donc la même chose, vous voyez, donc si vous faites un push, alors si vous faites git origin, vous voyez donc l'origine, il est déjà là, ici. Alors git remote, c'est pas origine, remote -v. Donc l'origine, il est déjà là, c'est normal parce que vous avez fait un git clone. Alors quand on fait un git clone, donc forcément, il crée en fait un remote qui s'appelle origine. Il connaît déjà l'adresse de votre repository. C'est pas comme tout à l'heure parce qu'on a créé un repository local et après on a voulu le pousser, donc il a fallu ajouter un avec git add remote origin, donc il fallait le faire, mais ici donc c'est pas la peine. Mais par contre, si on fait un push, ça va pas marcher parce que ici il n'y a pas de token, il n'y a pas d'utilisateur. La même chose, on aura le problème. Alors si on regarde bon, si vous voulez, en principe tout dépend de l'utilisateur par défaut, mais en tout cas si vous voulez faire un commit, donc il va falloir faire un git remote cette URL comme tout à l'heure, et ici donc c'est origine, et là on va changer https de point. Alors le nom d'utilisateur d'abord. Alors cette fois-ci je suis sur l'utilisateur usefee-inset. Alors le token, je l'ai copié. Vous pouvez le copier là, donc vous pouvez faire comme tout à l'heure. Alors ça c'est pas bon. Alors je recopie à nouveau le token. Copier. Alors si vous voulez le copier une fois pour toutes, la même chose, vous pouvez aller vers ici, vous créez un autre. Vous voyez, donc je l'ai déjà ici. Hein. Donc ici vous ajoutez, vous mettez ici https github.com et après là vous mettez le nom d'utilisateur et le token. Vous pouvez le faire. Donc ici, donc je vous ai déjà montré comment faire ça. Si vous voulez pas le faire dans l'environnement, vous pouvez l'ajouter directement ici. Paste. Donc ça c'est le token. C'est github.com slash le nom de l'utilisateur usefee-inset.
slash le nom du repository, c'est wt1.git. Voilà, j'ai changé et après je fais push -u si vous voulez utiliser l'option -u, c'est-à-dire avec l'utilisateur qui est défini par défaut. Sinon, il va vous demander le nom de l'utilisateur et après. Donc ici, voilà, on va faire un push vers origine. Et on va pusher quelle branche? Alors, je suis dans la branche dev1. Alors ici, donc, il ne peut pas accéder à ça. Donc, notre access host GitHub. Donc, vous voyez, donc on a mal fait. Alors, je reprends cette URL. C'est GitHub. Je change. Push. Alors ici, donc, je fais un push. Donc, vous voyez, donc, il va pousser. Voilà, il fait le push. Alors maintenant, si je reviens vers mon compte ici, je vois bien mes repositories. Alors ici, wt1. Alors ça c'est le repository et après vous voyez bien ici donc il y a la branche master, il y a la branche dev1. Donc ici donc nous avons, parce qu'on vient de pousser une nouvelle branche vers ce repository distant, et dans la branche dev, si je suis dans la branche dev1, donc je vois bien ici le contenu. C'est bien le code source que vous voyez ici, donc ça c'est les modifications que j'ai effectuées, donc j'ai fait ça. Et en même temps ici donc vous avez la branche master. Bon, la branche master donc c'était la branche avant, parce que là pour le moment on n'a pas fait un merge ici. Donc voilà, en tout cas donc ici donc vous êtes dans le repository, on vient de faire un push. Bien, mais il ne faut pas oublier que nous avons fait un push. J'ai fait un push vers mon repository, c'est-à-dire vers le fork, c'est-à-dire vers une copie du repository original. Alors maintenant, il va falloir que je demande au responsable du projet de faire ce qu'on appelle un pull request, d'accepter un pull request. Pour cela, ici, vous voyez, là, il veut, parce qu'il sait que c'est un fork, c'est-à-dire ce repository, c'est une copie d'un repository original de Mohamed Yousfi. Donc ici, donc, je fais compare and pull request. Je vais faire un pull request et là, vous pouvez spécifier donc le nom du pull request, une description, parce que tous ces messages-là, ils vont être reçus par le responsable du projet. Il va lire votre pull request, il va après c'est à lui de décider c'est-à-dire d'accepter ou pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, donc je vais faire un pull request, je lui demande, c'est la branche dev, je voudrais donc la branche dev que j'ai dans ce repository, je voudrais la merger vers la branche master ici du compte Mohamed Yousfi. Vous voyez donc la branche dev du compte Yousfi Incept. Je voudrais c'est-à-dire la merger vers la branche master du compte Mohamed Yousfi. Alors en fait, donc ce pull request, je crée le pull request. Et voilà, donc vous venez de savoir comment faire ce qu'on appelle un pull request. C'est-à-dire vous avez au départ, vous avez fait un fork, vous avez cloné donc le fork, vous avez ajouté votre contribution, vous avez fait un commit vers votre fork, et après par la suite, à partir de votre fork, vous faites un pull request. Maintenant, je vais maintenant revenir au compte. Je fais un sign out et après je vais m'authentifier en tant que utilisateur Yousfi. Alors maintenant, si je regarde mes repositories ici, wt1, alors je vois ici il y a un pull request. Un pull request, c'est-à-dire il y a un développeur qui a fait une demande.
Alors, je dois regarder, en tant que moi responsable de ce projet, je regarde la contribution. Alors, je vois bien ici, donc le pull request, il s'appelle patch code. Et ici, je vois bien qu'il s'agit d'un pull request qui demande, c'est-à-dire de rapatrier donc la branche dev 1 vers la branche master du repository. Et je peux voir le contenu. Alors ici, donc, si je regarde ici, donc, patch code, alors qu'est-ce que je vois ici? Donc, à gauche, je vois bien le fichier qui se trouve dans, donc ça c'est test.min Java, c'est-à-dire de la branche master. Donc ça c'est le code que j'ai ici, que j'ai actuellement dans mon repository. Et ça c'est le code qui a été envoyé par le développeur. Alors je vois bien ici, donc j'analyse, donc je vois qu'il a ajouté tout ce qui est envers, c'est ce qui est ajouté. Bon, ça c'est quelque chose qui existait déjà. Donc il a ajouté cette ligne, il a ajouté donc il a modifié cette partie-là. Donc je vois bien le code qui a été modifié. Et après donc c'est à moi donc de décider de dire et j'accepte ce pull request ou pas. Alors donc si j'accepte donc ce pull request, qu'est-ce que je dois faire? Et bien, ici donc on va revenir ici. Donc je reprends donc pull request et je fais merge. Alors merge pull request, donc j'accepte, confirme merge, et après donc j'ai fait un merge. Donc j'ai ici donc voilà, j'ai fait un merge, et du coup donc si je regarde maintenant, si je regarde dans mon repository, je vois bien la branche master, mais dans la branche master j'ai fait un merge de la branche dev qui a été envoyée ici. Donc si je regarde le code source, donc je vais regarder maintenant la nouvelle version, c'est-à-dire qui contient bien le code, qui contient la contribution de l'autre développeur. Donc bon, alors je pense que ça nécessite un petit peu un schéma, de regarder un petit peu sur PowerPoint, donc on va dessiner tout ça. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ça. Bon, pour les gens qui n'ont pas l'habitude c'est-à-dire de travailler avec Git, c'est important quand même de regarder les cours de base de Git. Donc tout ça c'est expliqué, mais en tout cas, bon, j'estime que à travers cette démonstration, donc je vous ai montré quelques commandes de base qu'il faut connaître. Et ça, c'est à mon avis, bon, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à ce que vous soyez en entreprise pour commencer à apprendre ce genre de choses. Donc pour moi, donc j'encourage toujours les étudiants depuis la première année, depuis que vous commencez à écrire du code. Donc normalement, ça c'est quelque chose qui se fait au départ. C'est-à-dire que les gens doivent avoir l'habitude dès le départ, dès la première année de votre cursus, par exemple académique, des supérieurs. Donc vous commencez à utiliser Git. Et à chaque fois que vous écrivez le code, vous faites des git init, git add, git commit, git clone, etc. Et après git push, vous envoyez. Donc ça c'est quelque chose qui maintenant qui devrait être... enfin, en tout cas c'est déjà l'habitude partout dans le monde. Mais c'est juste, j'ai constaté quand même que, en tout cas dans notre système éducatif, donc j'ai constaté que ça c'est des choses qu'on néglige beaucoup jusqu'à la dernière année de la formation d'ingénieur, et après les étudiants commencent à découvrir comment utiliser donc ces outils comme ça, alors que c'est des fondamentaux. Donc c'est pour cela que c'est pour cela que je vous dis toujours que en fait ça c'est ce que j'appelle revenir au point de départ. C'est pour renforcer vos compétences, c'est-à-dire vos acquis professionnels. Ça c'est donc à travers ces démonstrations, donc vous avez beaucoup c'est-à-dire de choses à travailler sur ligne de commande. Donc vous voyez, donc j'ai pas utilisé ici un IDE comme Jenkins, plutôt comme IntelliJ. Il faut l'utiliser parce que quand vous serez en entreprise, il faut utiliser un IDE comme IntelliJ. IntelliJ, il va vous faciliter encore beaucoup le travail parce qu'il va vous générer facilement des projets Maven. Il vous permet facilement de gérer les dépendances. Tout ce qui est les commandes Maven, vous les avez dans l'environnement. Avec Git même, donc vous voyez donc par exemple les fichiers .git ignore et tout ça, ils sont créés par défaut. Alors bref, à mon avis, si vous faites tout ce travail là sur ligne de commande, prenez du temps. Alors quand vous passez vers votre environnement, donc croyez-moi que vous allez sentir un confort total. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites dans votre IDE,
bon, c'est des choses qui deviennent transparentes et ça vous permet de mieux maîtriser, donc on va dire d'immuniser un peu vos acquis, vos compétences donc dans le domaine du développement. Voilà, donc aujourd'hui, donc, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Bon, la prochaine fois, donc, j'aurai l'occasion donc, de synthétiser, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous montrer, que j'ai fait sur ligne de commande. On va encore faire un petit projet simple sur IntelliJ. Vous allez constater que sur IntelliJ, donc là, vous allez gagner 10 fois plus rapidement, c'est-à-dire vous allez gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire vous faites les mêmes choses, mais beaucoup plus rapidement, ce qui est bien, parce que ça, c'est pour l'entreprise, c'est très important. Mais bien sûr, quand vous travaillez sur IntelliJ, donc c'est que vous savez déjà tout ce que vous faites. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Tout ce que vous faites dans les DE, vous comprenez rapidement ce que vous faites. Et si vous avez des blocages, vous savez là où il faut agir. Si vous voyez les DE ne marchent pas, il y a quelque chose qui bloque, etc. Vous pouvez directement passer sur ligne de commande avec les commandes Maven, avec les commandes Git, avec la commande Java Compiler, Java, jar. Donc tout ça, on peut basculer facilement et on peut régler de plusieurs façons donc, nos problèmes. Donc ça c'est important. Bon, une fois que je vais en fait synthétiser tout ce que je viens de vous faire sur comme IntelliJ. Après, par la suite, donc j'aurai l'occasion encore de vous montrer comment utiliser donc d'autres concepts fondamentaux, notamment Docker. Donc également, j'estime que c'est un outil qu'il faut utiliser couramment dans votre développement. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'attendre, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous soyez en entreprise pour connaître donc un outil de gestion des conteneurs légers comme Docker. Et c'est pareil pour Jenkins, donc notamment pour créer les pipelines, pour automatiser donc le processus c'est-à-dire d'intégration continue. Donc ça, c'est également un outil qui est assez pratique. Donc j'imagine que si vos étudiants, c'est-à-dire si les étudiants dans le cursus académique, si donc on intègre tous ces outils-là dans les habitudes, croyez-moi que quand ils passeront en entreprise, ça va être, c'est-à-dire ça devient des automatismes et c'est quelque chose de très important. Alors en tout cas, moi personnellement, donc j'essaie un petit peu, j'ai toujours ce souci-là parce que j'ai beaucoup de contacts avec mes anciens étudiants qui sont en entreprise. Donc et j'ai constaté quand même que parfois ça c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont négligées mais après bon les gens se rattrapent, c'est pas un problème, mais j'estime que une fois que vous serez en entreprise, que tout ça c'est déjà un acquis, c'est vraiment des choses qui deviennent transparentes. Et comme ça, quand vous êtes en entreprise, vous allez vraiment vous consacrer sur le métier du problème sur lequel vous travaillez, parce que c'est là où vraiment il y a en fait c'est-à-dire le travail à faire. Et comme ça, vous évitez donc la perte de temps sur des choses techniques, donc sur des montées en compétences sur des choses qui maintenant qui ont montré c'est-à-dire leur maturité, des technologies qui sont très matures. Voilà, donc je pense que c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc à la prochaine fois donc, pour parler de d'autres choses.